Et mon cher Philippe s'est maîtrisé, tu vois, nous l'avons identifié. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'animer cette dernière table ronde avant la remise du fameux trophée. Cette table ronde a pour thématique le leadership et la gestion des talents pour les directeurs financiers et directeurs généraux adjoints qui ont en charge les ressources financières et bien souvent ressources RH et informatiques. Donc je vais laisser les intervenants de cette table ronde se présenter avant de lancer le débat autour de leadership et talent. David, je vous laisse commencer. Vous m'entendez ? Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous, David Mérigonde, je suis directeur de la division publique et non-profit au sein du cabinet de recrutement Michael Page. Bonjour à tous, moi je suis Jérôme Thomas, je suis ravi d'être avec vous, je suis directeur général adjoint à l'UGAP, donc l'UGAP est une centrale d'achat public, mais j'interviens plus précisément au titre de mes anciennes fonctions au sein de cet établissement, puisque précédemment j'étais secrétaire général, et notamment en charge du pilotage et de l'animation de tous les sujets financiers, et j'en ai gardé une forme de nostalgie. Bonjour à tous, moi je suis Jérôme Larue, je suis directeur général adjoint des finances au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Merci messieurs. Moi je suis Hélène Barrios au sein de CGI. Je suis vice-présidente en lien avec toutes les collectivités ainsi que les opérateurs de mobilité urbaine comme RATP, Île-de-France Mobilité, mais aussi la Poste, car vous le savez, la Poste c'est la mobilité du courrier et des colis, entre autres. Bien, alors, merci d'avoir accepté d'être intervenant dans cette table ronde. On a une bonne représentativité là, à la fois d'un acteur privé qui accompagne le secteur public au travers de Michael Page. Jérôme, ça va être compliqué. Jérôme, vous représentez un panel d'opérateurs de l'État qui est très intéressant parce que à la fois vous avez une histoire dans le secteur public qui fait partie de l'ADN de vos structures et pour autant, comme toutes les structures publiques, il y a à transformer ces ADN dans un sens peut-être renforcé lié à certaines valeurs dans la thématique leadership et talent. Et vous avez des implantations géographiques qui peuvent aussi faire varier finalement votre démarche au travers du leadership et des talents. Mais on va rester quand même dans la sphère de la direction générale adjointe et de la direction financière et de ce que vous vivez. On l'a vu dans ces deux premières tables rondes, un certain nombre de défis majeurs sont devenus des marqueurs forts pour les directions financières. Je vais utiliser des mots anglais qu'on ne devrait pas utiliser, mais qu'on va utiliser quand même, c'est le business partner de la direction financière, ce positionnement de business partner qui s'est très fortement renforcé post-crise, quelle qu'elle soit. Et dans cette dynamique-là, on va commencer avec vous, David. Quel est le panorama que vous constatez, vous, chez Michael Page, quel constat vous faites sur, finalement, dans la dynamique de recrutement, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé en matière de typologie de compétences aussi, qui sont attendues dans les postes que vous avez dans votre portefeuille, qui sont des postes à la fois de directeur financier ou de personnes de responsables budgétaires et de différentes typologies de postes dans les directions financières. Oui, merci à vous. C'est pas un scoop. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus difficile de recruter. Et c'est de plus en plus difficile de recruter dans la fonction publique au sens large et sur les fonctions financières. Déjà que c'était compliqué il y a quelques années, quand on est sollicité,
aujourd'hui, il y a deux métiers où c'est complexe. C'est la direction des finances et la direction informatique. Par rapport aux échanges qu'on a depuis ce matin, pour en plus renforcer le trait, souvent les deux fonctions sont un peu liées en plus. Donc c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Ce panorama, il est compliqué. Je ne veux pas être trop défaitiste et faire peur par rapport à la cybersécurité qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a des solutions pour recruter, mais les structures sont aussi assez inégales en fonction de leur fonction publique d'État, hospitalière, territoriale, établissement public. La question de la localisation géographique également est une vraie disparité. On constate aussi avec notre observation du marché qu'on a aussi une diminution de nombre de candidats qui passent les concours aussi de la fonction publique. Il y a de moins en moins de gens qui se présentent, donc on est sur un effet de ciseau qui va complexifier les choses en matière de recrutement. Sur ce qui change aujourd'hui, donc c'est plus compliqué. Mais ça nécessite aussi d'avoir des profils de candidats qui évoluent. Je dirais que la question de la compétence technique, moi, les équipes qui travaillent avec moi, j'ai quelques consultants qui viennent de la fonction financière, mais qui viennent tous du secteur public, mais qui ne sont pas des experts de la fonction financière. En revanche, c'est la capacité pour les candidats d'intégrer des environnements qui vont leur convenir, dans lesquels ils vont être à l'aise et de se positionner en business partner, encore une fois, désolé pour l'anglicisme, du directeur financier, qui a souvent eu un rôle un peu centralisateur. Moi-même, j'ai travaillé en collectivité il y a quelques années. J'étais DRH. La relation RH-finance, c'était pas toujours au beau fixe, puisque j'étais plutôt dépensier. Il était là pour rappeler que les cordons de la bourse et que les fonctions opérationnelles, que les fonctions financières étaient là aussi pour rester dans le cadre et éviter les décisions modificatives qui faisaient plaisir à personne à l'époque. Mais le directeur financier, il est au cœur des politiques publiques, c'est-à-dire qu'il a une vision complètement transverse. Donc, à un moment donné, dans ce qui va changer, dans ce que vont attendre aussi nos clients, c'est des directeurs des finances ou des responsables comptables qui vont avoir une approche en termes d'accompagnement des politiques publiques et au-delà de la question de la compétence technique, passer sur une logique de, là aussi, désolé pour l'anglicisme, de soft skills, c'est-à-dire tout ce qui va faire partie de la personnalité pour s'intégrer dans un environnement. Et il y a une logique de conseil interne, enfin on parle beaucoup de contrôle interne, mais faire évoluer le contrôle interne vers une logique de conseil interne, être en accompagnement des directions opérationnelles, de pouvoir comprendre leurs enjeux. Sur la question du management, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est aussi lié aux évolutions de ce qu'on a connu depuis quelques années, la question du télétravail et la question d'un management qui responsabilise aussi des équipes qui ont vu des transformations numériques importantes ces dernières années et qui ont besoin aussi d'être accompagnés peut-être un peu différemment d'un management qu'on pouvait trouver de manière peut-être un peu plus directif et donner du sens, donner des projets à des agents et se positionner en conseil auprès des élus. Donc voilà, c'est tout ce qui a un peu changé sur la fonction et nous ce qu'on constate sur ce marché. Jérôme, Thomas Jérôme, quels sont les profils de recrutement que vous recherchez à l'UGAP dans la direction financière? Il y a des éléments concrets que vous pouvez partager avec nous et qui sont liés justement à de nouveaux enjeux que porte la direction financière. Est-ce que vous pouvez partager cela avec nous ? Oui, pour rebondir sur vos propos respectifs, une direction financière dans un établissement comme l'UGAP a gagné une forme de crédibilité pendant la crise financière, pendant la crise sanitaire et puis maintenant la crise un peu inédite qu'on connaît économique. Elle a gagné cette crédibilité parce que c'est une direction qui a apporté au management, à la direction générale, des éléments de stabilité, de visibilité dans un contexte qui était très très compliqué. Et tout ça, on en tire des conséquences aujourd'hui sur les besoins de compétences et de profils dont on a besoin au sein de l'établissement.
Précédemment, évidemment, c'était une fonction qui était considérée comme une fonction support à l'établissement, dont le métier était de produire des chiffres. Maintenant, on va aller chercher des profils qui sont en capacité de faire parler ces chiffres, de les interpréter au service de la stratégie de l'UGAP et au service de sa performance. Et donc tout ça a vraiment des effets de bord sur les profils que l'on recherche. On a aussi, pendant la crise sanitaire, compte tenu des circonstances, mais je crois qu'on a évoqué déjà ces sujets-là lors des précédentes tables rondes, accéléré la digitalisation de nos processus. Digitalisation des processus, on a mis en place des assistants digitaux, des RPA, pour automatiser un certain nombre de contrôles. Cette dématérialisation s'est accélérée aussi parce que, malgré les efforts de la IFE et d'autres organismes, on avait encore quelques fournisseurs qui nous adressaient des factures, les services étant fermés, tout ça s'est dématérialisé. Donc on a fait des gains de productivité sur le back-office qu'on peut redéployer aussi sur des métiers de conseil et d'expertise dans la fonction financière. Alors c'est quoi, pour être très concret, ces nouveaux profils ? Évidemment, des compétences qu'on recherche de plus en plus, elles sont rares sur le marché de data analyst, c'est-à-dire de cette capacité de travailler sur des grandes bases de données financières et d'en sortir des outils de pilotage de notre activité. Ça, c'est un élément important, d'autant plus qu'on a renforcé notre niveau d'exigence en termes de reporting pendant la crise sanitaire. Avant, la direction financière produisait un arrêté des comptes à la mi-année et puis possiblement, évidemment, les comptes financiers définitifs. Aujourd'hui, on demande à notre direction financière de produire quasiment tous les jours des tableaux de bord financiers, d'une part, et puis aussi des capacités de modélisation de l'atterrissage de nos résultats. Et ça impacte les compétences dont on a besoin. Deuxième type de compétences dont on a besoin, c'est ce que je disais, c'est des compétences d'analyse financière, de modélisation. J'insisterai sur un point en termes de compétences qui a été évoqué tout à l'heure sous l'angle cyber, mais on a besoin aussi dans les directions financières d'être en capacité de détecter les fraudes. Pendant la crise sanitaire, on a eu un écosystème totalement perturbé, des clients publics dont les services étaient fermés, des chaînes logistiques très perturbées aussi, et on a été victime de fraude à la commande, de fraude à l'identité bancaire, et donc on recherche, et c'est un cœur de métier d'une direction financière, des gens capables de documenter ces schémas de fraude et de donner à l'établissement les dispositifs d'identification et de lutte contre ces schémas de fraude. Et ça, c'est cœur de métier de la direction financière. Et le dernier élément en termes de compétences, et il est très conjoncturel, aujourd'hui, l'établissement, qui est une centrale d'achat public, dont l'ADN, la raison d'être est de procurer à ses clients des gains en termes d'achat public, fait face à un environnement macroéconomique totalement inédit, avec de l'hyperinflation et avec toute une série de fournisseurs qui reviennent vers l'établissement en demandant à ce qu'on révise les prix parce que les coûts de l'énergie, les coûts de logistique, les coûts de matières premières ont explosé. Et il faut, c'est ce qu'on attend de la direction financière et de nos directions achats, qu'on soit en capacité de challenger ces demandes de hausse de prix. C'est-à-dire qu'il faut décomposer les coûts de production, il faut chercher dans les observatoires de conjoncture économique les métriques les plus précises pour s'assurer que les demandes de révision de prix de nos fournisseurs sont les plus pertinentes, les plus équilibrées possibles. Et donc on recherche quasiment des économistes aujourd'hui, et là c'est un trou de compétences qu'on n'a pas encore comblé. Donc voilà, c'est des enjeux nouveaux, des nouveaux métiers. J'insisterai, pour compléter, pour prolonger, évidemment, au-delà de la compétence technique, c'est des compétences comportementales, de communication, de collaboration avec les directions cœur de métier dont on a besoin aussi. Et c'est un vrai challenge pour un établissement public comme l'UGAP, dans un marché du travail extrêmement tendu, d'être suffisamment attractif, mais je crois qu'on en parlera dans la suite de notre table ronde, d'être suffisamment attractif pour attirer ce type de compétences-là. Merci. Ce qui est intéressant dans vos témoignages respectifs, on va y venir avec la région Nouvelle-Aquitaine qui représente une collectivité multisite assez vaste, et donc une belle représentativité territoriale justement par rapport à ce qui nous concerne ce matin. Mais on voit bien que les profils sont à la fois et métiers et IT.
dans ce que vous avez décrit, puisque data scientist, ok, mais il faut que derrière on lui apprenne le métier de la donnée financière pour que, je dirais, les analyses soient en tout cas pertinentes. Et puis RPA, c'est pareil, il faut à la fois être dans l'IT tout en étant dans l'intelligence du métier. Et si on transpose ça finalement dans une collectivité locale comme la région Nouvelle-Aquitaine, Jérôme, quelles sont les similitudes que vous avez par rapport à ce qu'a pu nous décrire Jérôme Thomas, ou quels sont les écarts au contraire que vous vivez par rapport aux besoins de compétences de la région Nouvelle-Aquitaine? Bien. Vous m'entendez? Oui. Bon, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit mes deux collègues là. Déjà, je pense que le vivier n'est pas non plus très, très grand. Pour l'anecdote, j'ai reçu ce matin sur mon téléphone 2 offres, dont une à Nouméa, dont je l'ai quand même ouverte, celle-ci. Je vais la regarder dans le train du retour, on ne sait jamais. Mais on est souvent sollicité, donc de fait, je pense que le vivier ne s'étend pas assez vite pour répondre à l'ensemble du besoin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous, on est une collectivité qui fait la taille de l'Autriche. J'ai des agents à Poitiers, à Limoges, à Bordeaux, au port de Bayonne, à Guéret, à Tulle, dans une dizaine de sites départementaux. Alors, des CV de Parisiens, j'en ai surtout à Bordeaux. Sinon, je n'en ai pas beaucoup à Limoges et à Poitiers. Mais paradoxalement, il n'est pas plus simple de recruter à Bordeaux que de recruter à Limoges ou à Poitiers. Ce qui dépend vraiment le plus, c'est vraiment l'écosystème et les compétences locales qui sont là. Ensuite, sur certains métiers de pointe, de toute façon, par défaut, ils sont centralisés auprès de moi, donc à Bordeaux. Et mécaniquement, je veux dire, aujourd'hui, je cherche un acheteur de gaz. En fait, j'ai quelqu'un qui s'occupe des marchés financiers. Si tu ne trouves pas, tu peux passer par l'UGAP. Oui, on a beaucoup de contrats de gaz. Juste en anecdote, aujourd'hui, la facture de gaz, elle augmente de 60 millions d'euros en 2022. Et je me suis rendu compte que c'était la direction de la commande publique qui allait donner des mandats d'achat sur les marchés. Et je me suis dit, mais ce métier-là, en fait, nous, on le fait. Nous, on achète de l'argent. Pourquoi on n'achèterait pas du gaz? Donc en fait, je suis en train de rechercher des profils pour renforcer le staff de l'équipe Front Office Market pour passer de l'acquisition de billets de trésorerie ou d'émissions obligataires à l'émission aussi de fluides ou d'autres composants directement sur les marchés. Donc ça, c'est une évolution qui est aussi liée à la crise qu'on vit aujourd'hui, parce que ce besoin-là, je ne l'avais même pas identifié il y a 4 semaines pour dire la vérité. Le deuxième point important, c'est, en période Covid, on peut dire, il y avait une forme quand même de solitude du caractère stratégique des DAF. On était très en bilatéral avec les élus, avec les DG, mais en dessous, on n'avait pas forcément soit le staff nécessaire, soit on les embarquait pas assez sur cette partie-là. Et aujourd'hui, il y a 3 ans, on faisait un budget en début d'année, puis on y revenait en novembre. Là, j'en suis à ma 3e lettre de cadrage pour l'année en cours. Ce qui veut dire que tous les 3 mois, je suis en train de changer finalement la trajectoire. Et ça, du coup, j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de profils d'analyse. On parlait de data analyst, mais il y a beaucoup de données. Il faut qu'on travaille beaucoup plus sur la prospective, qu'on sache mieux lire le passé surtout, pour éclairer l'avenir. Et ça, finalement, on était peut-être trop dans un fonctionnement récurrent. Et aujourd'hui, très clairement, moi, mon souci premier, c'est qu'est-ce qui se passe dans 6 mois, qu'est-ce qui se passe dans 2 mois, faites-moi des scénarios. Voilà. Mais ce qui est en lien aussi avec ce que disait David tout à l'heure, c'est-à-dire que le rôle du DAF a changé. Vous montez vous devenez le partenaire stratégique de la direction générale et des élus. Du coup, vous-même, vous avez besoin d'aller recruter finalement des profils que vous n'aviez pas dans vos équipes pour adresser de nouvelles dimensions dans votre leadership, dans votre prise de leadership dans la structure même, dans l'organisation. Parce que être en conseil stratégique vous demande effectivement d'avoir dans vos équipes des profils d'analyse de la donnée, comme le disait aussi Jérôme tout à l'heure, des profils des responsables budgétaires peut-être en renfort, etc. Parce que votre propre position de leadership a été fortement développée et renforcée. En tout cas, l'aide à la décision, aujourd'hui,
elle est d'abord décidée par la contrainte budgétaire. Ça, c'est un fait, quoi. Et cette contrainte, elle est de plus en plus mouvante. Voilà, entre le mois de mars et aujourd'hui, on va dépenser 50 à 60 millions d'euros de plus que pour les fluides. Le budget, lui, il n'est pas extensible. Accessoirement, on est dans un bâtiment où la contrainte est là. On est assez soucieux de l'utilisation des deniers publics, c'est juste écrit derrière nous. Donc ce point-là, c'est important. Et par ailleurs, il y a aussi un point qu'on sous-estime souvent, je pense, dans les collectivités locales. Alors, en ce moment, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent revenir vers le service public. Je ne suis pas sûr que ça dure très longtemps quand on va, la phase d'euphorie vers le service public, mais ce qu'on sous-estime, c'est qu'on gère au moins autant de complexité que le privé. Au moins autant de complexité que le privé. Aujourd'hui, hier soir, j'étais sur la création d'une SAS pour acquérir du foncier et créer une usine pour faire venir une entreprise qui sinon va au Canada. On a beaucoup de projets qui nécessitent beaucoup de compétences très pointues, fiscalité, montage de projets, on peut les externaliser. Voilà, ça fait aussi. Avant, j'étais consultant. Je précise que je ne suis pas fonctionnaire, donc j'ai une vision. On parlera du recrutement après, et du statut, mais je ne le suis pas à titre personnel. Donc, mais on a besoin d'expertise très très pointue et qui, on y viendra tout à l'heure. Il faut pouvoir les attirer. Et ça nécessite. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui ait cette compétence-là sache même qu'une collectivité aurait ce besoin-là. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Il faut qu'on fasse connaître aussi, finalement, nos métiers, la complexité qu'on gère. Et sincèrement, je ne pense pas qu'on ait à rougir, entre guillemets, de la technicité de nos métiers. On n'est pas, comme souvent on le pense, en train juste de mandater de la dépense, quoi. Alors justement, ça fait une bonne transition pour la suite de la table ronde, c'est-à-dire comment on les attire, tous ces talents dont vous avez besoin. Quelles sont les initiatives qui ont pu être mises en place de façon très concrète dans vos organisations respectives pour les attirer, ces talents? Jérôme, à l'UGAP, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place. Est-ce que vous pouvez nous les partager? Alors, il y a une évidence, c'est ce que je vais dire là aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit il y a 2 ans. Le contexte a radicalement changé. Et pour être un peu provocateur, j'ai un peu le sentiment aujourd'hui que c'est pas le manager qui recrute son collaborateur à l'UGAP, c'est le collaborateur qui choisit son manager, très clairement. Je pense que c'est un peu partout pareil d'ailleurs. Non, mais c'est un changement de paradigme massif. Le premier élément, en tout cas le premier enjeu pour nous, c'est déjà de conserver nos talents, c'est de fidéliser les gens qui sont chez nous. Pour vous donner un éclairage, sur le premier trimestre de l'exercice 2022, nous avons enregistré autant de démissions que sur l'année 2019 dans son intégralité. Donc vous vivez la grande démission dont certains parlent. Je pensais que ça concernait que les Américains, c'est pas le cas. Donc évidemment, premier élément, conserver nos talents avec un mapping, un plan d'identification des ressources dites critiques pour l'établissement et pour le coup des réponses en termes salariales, de repositionnement salarial et également d'attention managériale renforcée. Participation de ces ressources critiques à des sujets porteurs, projets de l'établissement pour leur montrer que l'établissement tient à leur collaboration. Le deuxième enjeu, c'est évidemment de recruter ces nouveaux profils, ces nouvelles compétences dont on a besoin. Et là, premier axe de travail, c'est de dynamiser nos méthodes de recrutement. C'est très disruptif pour notre DRH qui, depuis maintenant quelques mois, va chercher des candidats sur les réseaux sociaux. Avant, on fonctionnait avec une CV Tech, on publiait sur les... et maintenant, on va chasser sur les réseaux sociaux, ce qui est complètement orthogonal par rapport à la culture d'un établissement public de faire ça. Eh bien, on fait ça. Deuxième élément, on s'interroge, je ne sais pas si ce sera Michael Page ou pas, ou à recourir à un cabinet de recrutement pour aller chercher ces profils SI, financiers, qu'on ne trouve pas par nos propres moyens aujourd'hui. Voilà, donc dynamisation des méthodes de recrutement. Autre élément, parce que notre modèle économique est très exigeant, parce qu'on a des problèmes de positionnement salarial, même si nos salariés sont des contrats de droit privé, contrairement aux agents de la collectivité Nouvelle-Aquitaine, notre modèle économique, on a un cadrage de la direction du budget sur l'évolution de notre masse salariale, donc on ne peut pas toujours offrir des salaires qui correspondent aux attendus des candidats potentiels.
Et notre axe de travail, c'est d'enrichir cette promesse employeur par d'autres éléments que le seul aspect financier. C'est ce que tu disais. Je crois beaucoup, et on mise beaucoup là-dessus, sur l'attrait, l'appétence des candidats potentiels pour l'exercice de mission de service public, le sens de ce qu'ils font. Et donc, évidemment, dans nos discours, dans notre politique RH, on insiste beaucoup sur les valeurs de l'établissement, sur sa culture qui est très spécifique, à la frontière entre une entreprise commerciale et un établissement public avec des missions de service public, et y compris sur les jeunes générations. Évidemment, c'est un aspect important que de rentrer dans une entreprise qui porte des valeurs citoyennes, d'engagement sur des achats responsables, etc. Deuxième outil en tout cas approche nouvelle, c'est qu'on va prendre des risques en termes de recrutement. Avant, évidemment, première question que les métiers et la RH posaient aux candidats, c'est quoi votre expérience ? Eh bien, nécessité fait loi, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des profils un peu plus jeunes, parfois sortis d'école, avec, on le sait, peut-être on va former ces équipes, on va leur donner des compétences et peut-être qu'après, elles vont aller se redéployer dans d'autres entreprises. Mais en tout cas, on essaye de travailler, on essaye d'attirer des profils sans doute un peu plus juniors, mais qui vont trouver dans l'établissement un établissement qui va leur permettre d'acquérir, de consolider leurs compétences. Et ça marche plutôt bien. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de répondre à ces éléments. On a aussi une politique d'alternance très très dynamique, de recours au contrat d'apprentissage et d'alternance. 1500 collaborateurs, environ 80 alternants. C'est un choix qu'on fait parce que on arrive beaucoup à fidéliser des gens qu'on a pris en contrat d'alternance ou en contrat pro et de les conserver sur l'établissement. On mise aussi, et je vais être rapide, on mise aussi sur, on reconnaît aussi l'engagement extra-professionnel de nos collaborateurs. Chaque année, nous sélectionnons des projets portés par les collaborateurs d'investissement dans des associations et nous finançons ces manifestations-là et nous reconnaissons dans notre communication interne cet engagement des collaborateurs et ça c'est un élément de notre pacte social qui est assez central. Voilà, et puis dernier élément que j'avais initié comme secrétaire général, c'est qu'on essaye d'obtenir une marque employeur, un label de certification de marque employeur, parce que ces éléments-là sont très très importants, notamment pour les jeunes diplômés aujourd'hui qui sont attentifs aux conditions du travail, à la qualité du management. On n'a pas parlé du télétravail, mais aujourd'hui, c'est la première question que posent les candidats avant le salaire ou avant quelles vont être mes responsabilités. C'est est-ce que vous avez un dispositif de télétravail et est-ce qu'il est suffisamment confortable pour que je vienne chez vous ? C'est aujourd'hui la première question. Bon, en tout cas, l'idée d'obtenir à l'horizon 2 ou 3 ans une certification par un organisme externe qui nous permettent d'être beaucoup plus attractifs en termes de marque employeur. Voilà un peu tous les éléments qu'on essaye de mobiliser. À ça. Merci Jérôme, beaucoup d'éléments très concrets et intéressants. Et effectivement, moi je dirais qu'il y a beaucoup de pratiques privées-publiques aujourd'hui qui se rejoignent finalement dans la démarche de cette attractivité. Même si le sens peut être complètement différent quand on est une structure publique et c'est intéressant c'est important de la faire valoir auprès des jeunes générations. De votre côté, dans la région Nouvelle-Aquitaine, Jérôme, quelles sont les initiatives concrètes que vous pouvez partager avec nous sur cette dimension attractivité ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez des personnes à Limoges, des personnes à Bordeaux. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, ça peut être... Quels sont les éléments qui sont des arguments forts pour que les candidats acceptent de venir ? Parce que Jérôme nous l'a bien rappelé auparavant, le rapport de force est quand même bien inversé, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé d'ailleurs. Bien. Déjà, je pense... il faut arriver à garder les personnes, quoi. Nous, dans ma DGA, il y a 220 agents en finance. Sur ces 220 agents, il y a 160 agents qui s'occupent de l'exécution. Donc c'est ce qu'on appelle des agents de catégorie C, même si personnellement je ne m'attache pas trop au statut. Et en 2 ans, j'ai eu 40% de l'effectif qui a changé. Et dans mon premier sujet, finalement,
c'est de m'assurer que s'ils partent, ils partent en interne dans la collectivité. Et 2, d'arriver à recruter en interne de la collectivité. Parce que là, on parle d'attirer des talents, on parle de profil XXL, mais ma première... j'ai peut-être 5 ou 6 recrutements à faire dans les 2 prochaines années qui me feront passer des étapes. Mais si je n'arrive pas à recruter les 80 ou 50 agents qui partent, je plante l'exécution budgétaire. Donc il y a quand même, par ordre de priorité, même si on n'y pense pas forcément, recruter les agents d'exécution, c'est une forme de priorité. Et là-dessus, moi je travaille sur la marque employeur interne finalement. J'essaie de montrer qu'on est un pôle qui est dynamique, de donner envie aux autres de nous rejoindre, tout simplement. Je fais concurrence à mes collègues pour faire simple, quoi. Mais je recrute de plus en plus en interne. Voilà. J'ai de plus en plus de gens qui nous sollicitent pour dire est-ce que vous allez ouvrir des postes pour recruter. Donc on travaille là-dessus. C'est aussi, et je suis tout à fait d'accord, le télétravail c'est bien, mais aujourd'hui la seule chose qui finalement nous lie totalement, c'est le projet. C'est l'évolution, c'est la modernisation. Et donc on essaie d'embarquer le plus possible l'ensemble de ces collègues-là dans les chantiers qu'on mène, qu'on aurait pu peut-être mener il y a 2-3 ans un peu hors sol, enfin pas hors sol, mais dans une cellule ad hoc ou autre. Et aujourd'hui, en fait, il faut leur montrer que c'est eux la cheville ouvrière, quoi. Et ça nous permet aussi de recréer du collectif, parce que le télétravail, c'est bien, mais c'est pas toujours facile pour le collectif, et de redonner un élan global, en fait, et ça, c'est important. Le deuxième point, c'est déjà pour bien recruter, il faut avoir des candidats. Aujourd'hui, si je lance une offre de contrôleur de gestion, je vais avoir 15 candidats, dont 10 candidats très honorables. Si je lance une offre que je considère comme peut-être plus stratégique, mais responsable de la relation avec la pairie régionale, ça fait 3 ans que j'essaie de recruter. J'ai au maximum deux offres. Et ça pose une vraie question sur pourquoi finalement il n'y a pas autant de personnes qui candidatent. Et du coup, ce que j'ai engagé comme travail, c'est un travail sur comment on écrit un profil de poste et même comment on nomme les postes. Ce que je constate, c'est que pour vouloir candidater, il faut que déjà la personne, son œil ait été attiré quand il va lire l'ensemble des offres qui sont sorties dans la matinée, quoi. On a franchement des titres qui ne sont pas méga sexy, gestionnaire administratif, même moi, dans le fond, si je ne lis pas la fiche de poste, je ne sais pas vraiment quelle est la mission qui est derrière. Et donc, je voudrais faire un peu de marketing, en fait. Voilà. Je pense qu'il faut faire un peu de marketing, il faut se vendre. Et il faut vendre nos postes qui ont des contenus intéressants et finalement que notre jargon du quotidien ou la façon dont on écrit les choses depuis longtemps. En fait, on adapte les fiches de poste avant de les relancer, mais on les retravaille pas fondamentalement. Voilà. Je cherche d'ailleurs à être accompagné par une boîte de com sûrement pour travailler sur cette question-là. Je souhaite que quand sur une page, on se dise tiens, c'est quoi ce poste ? C'est quoi ce poste ? C'est quoi ce titre ? J'ai jamais vu ça. Et en fait, on sait en fait dans le fond que nos métiers, on peut mieux les vendre, je pense. Ensuite, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux comme l'UGAP pour sourcer les candidats ? Alors moi, oui, mais ma DRH, non. Voilà. Voilà. Non, mais la question de où c'est qu'on publie est quand même consubstantielle de combien on reçoit d'offres. Voilà, c'est un petit sujet. Oui, parce que ça demande une transformation aussi. Avec la RH, effectivement, le business partner, là en l'occurrence, c'est le DRH. Et comme le disait Jérôme tout à l'heure, il y a une transformation aussi. Ça peut être l'équipe marketing com. Vous êtes au tournant quand même de pratiques, comme le fait d'ailleurs le privé, de pratiques qui sont beaucoup plus transverses avec les autres pôles métiers pour vous soutenir. Oui, tout à fait. C'est un sujet clairement sur lequel la DRH travaille, mais aujourd'hui, je pense qu'on ne fait pas assez rayonner nos offres, pour dire la vérité. On a un territoire qui est très attractif. Qui n'a pas envie de venir vivre à Bordeaux donc, on devrait en fait crouler quasiment sous les offres. Et finalement, moi, je vous dis, entre Bordeaux, Limoges et Poitiers, je ne vois pas de différence en termes de nombre forcément de réponses. Et donc en soi, ça m'interroge. Je me dis que c'est pas normal. Voilà, c'est juste. J'ai rien contre Limoges et Poitiers, j'adore ces villes, mais je devrais avoir plus de candidats qui veulent venir à Bordeaux. Du coup, on travaille avec les écoles, je suis tout à fait d'accord. Toutes les demandes de stage, je les accepte. C'est une règle. Voilà. Et tous les stagiaires qui viennent, ils passent un jour dans le fauteuil du DGA.
pendant un jour, ils sont DGA. C'est assez marrant d'ailleurs pour moi. À la région Nouvelle-Aquitaine du DGA. De toute façon, on fait un vie ma vie en interne, mais on fait un vie ma vie aussi avec les apprenants. On a aussi des apprentis, ça c'est important. Il faut pouvoir payer les gens. Ça c'est un vaste sujet. Voilà, c'est pas simple. C'est souvent déceptif en fait. Et du coup, ça nous crée aussi beaucoup de recrutements qui ne vont pas au bout parce qu'in fine, perdre 400 ou perdre 500 euros, on comprend tous que voilà, il y a le cadre de vie, le soleil, c'est bien, mais voilà, l'argent aussi, c'est bien. Et par ailleurs, je pense qu'il faut aussi savoir s'adapter un tout petit peu aux attentes de la nouvelle génération. J'aime pas dire ça, j'aime bien me considérer encore comme pas de l'ancienne génération, mais aujourd'hui, si je recrute un expert dont on parlait tout à l'heure, techniquement, je suis son N+4. Et ça, ils ne supportent pas. C'est clairement pas dans leur façon de voir les choses. Ils veulent de la réactivité. Enfin, ils n'imaginent pas faire une note, elle passe dans un parapheur, qu'elle ait 3 signatures avant que j'arrive, alors qu'on se croise dans le couloir. Donc l'avantage, c'est les nouveaux outils, Teams. Voilà, ça permet, hélas, de court-circuiter un peu des chaînes hiérarchiques de mes propres subordonnés. Mais par ailleurs, nous, on travaille sur reformater même notre organisation pour rendre finalement les postes plus attractifs, parce que je comprends que quelqu'un qui voit un poste, qui va sur le site de la région, qui regarde l'organigramme, il se dit « oulala, ça avait l'air vachement bien, mais je me retrouve tout en bas, qu'est-ce que je vais faire vraiment » quoi. Oui. Et ça, c'est un point, je pense, auquel on ne pense pas assez, mais notre type d'organisation influence aussi l'attractivité qu'on peut avoir auprès des nouvelles générations, quoi. Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que tout à l'heure, dans votre question, il y avait la localisation aussi. Il faut définitivement qu'on s'affranchisse du lien entre lieu d'exercice de la mission et... alors, le télétravail a beaucoup contribué à ça, mais dans ce marché du travail extrêmement dynamique, quand des collaborateurs, on a identifié un bon profil à Bordeaux, pour des missions qui peuvent être opérées depuis Paris, il faut accepter que le collaborateur reste à Bordeaux et donc modifier un petit peu les relations hiérarchiques, les relations managériales. C'est l'organisation qui doit s'adapter et pas forcément le collaborateur qui doit rentrer dans les contraintes de l'organisation. Ça, c'est très nouveau aussi, c'est un vrai changement culturel. Oui, c'est un vrai changement culturel et ça amène aussi à avoir les changements et l'accompagnement des équipes en place et du management en place pour que les managers soient plus responsabilisants, acceptent plus facilement de déléguer. Et le rôle du manager change aussi finalement. Ça apporte manager qui délègue plus, manager qui fait plus confiance et manager qui est capable d'être beaucoup plus agile dans cet environnement-là. Là où on avait peut-être un management de proximité physique qui gérait tout et contrôlait tout, on est dans une autre dimension là aussi de management. Vous accompagnez vos managers l'un et l'autre dans vos organisations. Il y a des parcours internes qui permettent d'aider les managers et de favoriser la mobilité interne. Alors oui, on a des parcours premium, manager. Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est le manager de demain, plus que le manager d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça fait partie de... Souvent, on parle dans ces profils-là, une des premières questions, c'est « vous voulez faire quoi dans 3 ans ?» Et dès le départ, on essaie de caler finalement leur évolution sur les prochaines années parce que vous recrutez quelqu'un qui a bossé 10 ans dans une banque, qui a fait du trading et qui aujourd'hui s'occupe de votre gestion de dette, il va très très bien le faire. On va avoir du mal à le payer, mais aujourd'hui, par exemple, je pense que j'économise tous les ans 5 fois son salaire, en fait. Et ça, on ne tient jamais en compte, accessoirement. Voilà, les gains qu'on génère aussi par la professionnalisation. Mais oui, on fait des parcours là-dessus. Et moi, j'ai identifié, par exemple, les 10 managers clés de demain. D'accord. Et ils sont en formation pendant 18 mois. Ils sont accompagnés, pour le coup, par la RH, qui a mis en place un super système de management. Parce que j'ai aussi une pyramide des âges. J'ai beaucoup de génération 1960 qui, dans 3 ans, seront partis à la retraite. Enfin, ça commence là. Et pendant 3 ans, beaucoup de vagues de départ à la retraite. Et ces gens-là, il faut qu'on prépare d'ores et déjà ceux qui les remplaceront. Donc, on est clairement sur ce genre de parcours-là. Et ça, ça évite aussi que les gens ils s'en aillent. Merci. Oui, par construction, on les accompagne beaucoup. C'est la population qui a eu le plus de mal à s'adapter au télétravail.
parce que, évidemment, comme vous le disiez, l'habitude d'avoir une relation hiérarchique, du management de contrôle, tout ça a été percuté par le déploiement massif du télétravail. On les accompagne aussi avec une nouvelle approche, c'est un chantier RH de gestion des hauts potentiels, c'est-à-dire d'identification des collaborateurs qui pourront s'inscrire sous réserve qu'on leur déroule un parcours de carrière. Et c'est une vraie gageure, parce qu'un établissement de 1500 collaborateurs, ce n'est pas non plus un grand compte. On essaye de les accompagner à ce titre-là. Et puis, troisième priorité, et ce n'est pas de la communication, c'est une conviction profonde du président de l'établissement et de sa gouvernance, l'égalité homme-femme, avec la capacité aussi de casser le plafond de verre sur l'accès aux fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'établissement pour nos collègues féminines. Merci. David, vous allez conclure sur vous. En tant que cabinet de recrutement, quels sont pour vous les points importants d'attractivité? On n'est plus sur le sujet de la mobilité interne, mais les points importants d'attractivité qui marchent vraiment dans ce que vous avez pu constater? En 2 minutes, David. En 2 minutes. Ce qui marche, c'est un peu tout ce qui vient d'être dit. C'est à un moment donné sortir de ces précarés, sortir de la logique silo. C'est que le directeur financier, c'est un recruteur autant qu'un DRH en réalité. C'est prendre à bras le corps ses fonctions. Pouvoir changer de logiciel interne. On évoquait une direction des finances avec une culture un peu sédentaire au niveau des agents, avec pas mal d'agents de catégorie. C'est finalement une logique de répétition des tâches. C'est faire confiance, c'est responsabiliser. Enfin, je pense que le télétravail a été un élément où finalement tout le monde a été très très étonné de voir que ça marchait très très bien et que les gens continuaient à travailler. Télétravail n'égale pas congé. Et ça, je pense que tout le monde s'est acculturé très vite là-dessus. C'est faire confiance aussi aux agents. C'est un peu la question du manager de demain. C'est les responsabiliser. Ça revient à la question ce qu'on évoquait des soft skills. C'est un directeur financier collaboratif. C'est un directeur financier qui accompagne ses équipes. Et après, je prêche pas du tout pour ma paroisse, mais la première chose à faire, c'est de retenir pour éviter de recruter, en fait. Parce que plus on retient, moins on recrute. Et c'est compliqué, je reviens à ça aussi, c'est de faire confiance aux candidats qu'on rencontre, ce que vous évoquez, même s'il y a des prérequis sur la fonction financière, où il y a un peu moins d'agilité entre le secteur privé et le secteur public, et c'est faire connaître vos établissements, savoir ce qu'on y fait. Moi, je suis toujours très étonné de voir des candidats qui viennent pas de l'environnement public, et à un moment donné qui découvrent la complexité, mais la complexité positive, les métiers différents. Donc c'est la question de la marque employeur, c'est la question encore une fois, de la communication, et pas de la communication pour la communication, mais je vous assure que moi, parfois, on voit des candidats qui ouvrent des grands yeux en se disant on fait tout ça dans le secteur public, et voilà. Et il y a un ticket d'entrée aussi qu'il faut pas minimiser dans les entretiens pour faire venir des candidats qui viennent d'autres environnements. C'est pas péremptoire de ma part, mais c'est la question de la culture générale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez besoin dans vos établissements, quand vous recrutez des candidats, qui a un intérêt en termes d'ouverture et de culture générale. Et ça, pour le coup, c'est une vraie différence que moi je constate entre le secteur privé et le secteur public, et c'est plutôt à votre avantage. Mais c'est la question aussi derrière d'être capable de donner du sens à ces futurs collaborateurs pour les accompagner. Voilà. Eh bien, merci pour ce mot conclusif, David. Merci, Jérôme. Et je passe la parole maintenant au président du groupe Service Public.